Si aujourd'hui, ce petit village est situé dans une grande plaine entourée de prairies verdoyantes, cela n'a pas toujours été le cas. Avant de s'installer sur les terres où est bâtie la commune actuelle, Châteauneuf fut construit sur une butte non loin de là. Notre visite de ce vieux village commence ici. Les premières maisons sont en partie effondrées, signe qu'elles n'ont été abandonnées que depuis quelques dizaines d'années. Les familles entières vivaient à l'étage et les animaux, brebis, moutons, vaches et autres, eux, restaient au rez-de-chaussée, ce qui permettait, par la chaleur qu'ils dégageaient, de chauffer en partie l'habitation qui se trouvait au-dessus. C'était un moyen de chauffage permanent lors des hivers rudes. Continuons à grimper vers le vieux village et empruntons ce petit sentier. De là, vous aurez une vue sur la vallée des plus belles. Et c'est au bout de quelques centaines de mètres qu'apparaissent les premières maisons abandonnées depuis plus de 150 ans. L'emplacement du vieux village vient de l'époque médiévale, durant laquelle les seigneurs bâtissaient leurs bourgs fortifiés au sommet des collines. C'était une façon de se protéger de toute invasion menaçante. Nous ne connaissons pas réellement sa date de construction, mais sur des écrits, le village est mentionné en 1220. L'église Saint-Antoine fut longtemps délaissée par les seigneurs de Châteauneuf qui préféraient la plus proche église, Notre-Dame de l'Étoile. La famille seigneuriale pouvait en effet accéder directement à l'église par la cour du château, et il faudra attendre 1683 pour que l'église Saint-Antoine, sous la pression grandissante des habitants, devienne l'église paroissiale du village. Au sommet du village se dressent les ruines d'un château féodal, qui fut la résidence des seigneurs de Châteauneuf. Il occupait une surface de 30 mètres sur 17. Du côté du midi, il était bâti sur des contreforts servant de murs de soutènement qui le rendaient inaccessible. Sur ce versant, plusieurs tours servaient de postes d'observation. À l'ouest, une immense tour carrée, garnie de meurtrières dont des murs d'une grande épaisseur défendaient l'accès. Pour rentrer au château, il fallait grimper la colline par le nord. L'entrée était précédée d'une avant-cour, autour de laquelle se trouvaient les greniers, les écuries, les caves. Cette avant-cour franchie, on entrait dans la cour d'honneur. Celle-ci était équipée d'un four, d'un puits, d'une citerne de 6 mètres par 4.
La cour d'honneur permettait d'accéder à une vaste salle appelée « salle des hommages », où était rendue la justice du village. De cette pièce, on entrait alors dans la bâtisse du seigneur par l'intermédiaire d'un vestibule. Mais en 1653, le conseil municipal demanda la démolition du château qui fut accordée. Plusieurs particuliers, dont les maisons étaient attenantes au castrum, eurent la permission de récupérer les cailloux sans abus pour refaire la cantonade de leur maison. Les rues principales du village portaient les noms de rue Soubérane, rue des Jarlandins, rue des Colombiers, où était située l'école. Les ruelles du Four, de Landronne, de Clastres reliaient les rues principales entre elles. Quelques maisons, situées en contrebas de l'enceinte, constituaient le quartier de la bourgade. Au XVIIIe siècle, la population déserte petit à petit le village, mais c'est à la fin du XIXe siècle que les habitants l'abandonnent totalement pour s'installer dans les vertes plaines en contrebas et commencer à développer de multiples métiers, notamment l'agriculture, tout autour de ce nouveau bourg. À partir de ce moment-là, les maisons, la chapelle Saint-Antoine sont abandonnées à leur triste sort. Rue après rue, pierre après pierre, la nature a repris ses droits. C'est ainsi que la richesse historique de ce lieu se voit engloutie par la végétation dense. Le village est devenu un endroit incontournable des randonneurs qui s'élancent sur des chemins qui, autrefois, étaient des ruelles, des places, des cours, des lavoirs et bien d'autres. En contemplant ces ruines, ils laissent à leur imagination ce qu'était la vie dans ces lieux. Les enfants jouant à l'extérieur, la femme préparant le repas du soir pour son mari parti cultiver la terre tôt le matin, la bonne odeur du four à pain qui tournait à plein régime, le linge étendu prenant les rayons du soleil de Provence, le menuisier, le cantonnier, le maçon. Il nous faut imaginer qu'il y avait des familles entières qui vivaient ici même avec ce qu'ils avaient à portée de main.